Et c'est Vincent Dumont qui nous accueille pour ce plateau. On va parler de business ensemble. Ce n'est pas un gros mot. C'est évidemment notre cœur de vie les uns et les autres. C'est ce qui fait aussi que l'on fait vivre les uns et les autres des dizaines, des centaines, des milliers de collaborateurs. Le sujet du moment, provoque beaucoup de fantasmes. C'est l'e-événement, le virtuel, le digital, le streaming, le distanciel, censé nous rapprocher malgré la distance. Benoît Lancieux nous en parlera dans quelques instants. On est ravi de l'avoir parce que la question, c'est est-ce que c'est le modèle de demain dans une grande entreprise comme SNCF? Mais pour commencer, on va rencontrer Sébastien et Nicolas. On va parler de Newstech qui nous rassemble, qui évidemment sont au cœur du business chez eux, chez Microsoft d'un côté et chez Team Vitality. Et puis il y a ce sujet des nouvelles façons de partager avec ses équipes, avec ses partenaires et encore une fois de faire du business à travers des rencontres de plus en plus digitales. On va échanger à distance avec eux. C'est Vincent Dumont qui leur pose des questions. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas, merci. Bonjour Sébastien Humbert. Je vais commencer par vous Sébastien, vous êtes Chief Marketing Officer de Microsoft France, une grosse culture de l'événement, des événements qui rassemblent des milliers de personnes à travers le monde pour des clients, des partenaires, des collaborateurs. Et au printemps, dès le mois d'avril, vous annoncez que pour les mois, peut-être les années, peut-être à vie, on en parlera tout à l'heure, tous ces événements vont se faire en digital. Ça veut dire quoi, Sébastien? C'est fini, vous ne prendrez plus jamais un café avec un partenaire, un client? Bonjour Vincent, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous à Cannes et en ligne. Merci de m'accueillir pour ce format hybride. Les images à Cannes sont absolument superbes. Quelle lumière, on n'a pas la même chose ici. C'est vrai que physiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas ressentir exactement de la même manière quand on est en digital. On a, dans le cadre de la période du confinement, après un certain nombre d'allers-retours, de test and learn, pris effectivement la décision de basculer l'ensemble de nos événements mondiaux, nos flagship events, en format tout numérique, et ce jusqu'à juin 2021. On ne parle pas encore de 2-3 ans ou ad vitam, mais on a souhaité se dire que cette période est une véritable opportunité pour développer notre expérience, notre expertise, pour transformer entièrement nos formats en numérique et se dire est-ce que ces formats fonctionnent? Alors justement, je vous pose la question, Oui. est-ce que ça fonctionne? Puisque vous l'avez déjà expérimenté à plusieurs reprises, notamment sur un très gros événement au mois de juillet. Est-ce que ça marche? C'est quoi le premier renseignement, Sébastien? Alors, juste avant ce gros événement qui s'appelle Build, qui est un événement dédié aux audiences techniques, aux développeurs, aux professionnels de l'informatique, qui a eu lieu en mai dernier, il y a eu toute une série d'annulations, de reports, de transformations d'événements, de se dire quel est le plan B si on doit l'annuler, comment on fait. Et c'est là où on se dit qu'on va passer en full digital, jusqu'à cet événement qui s'appelle Build, et pour lequel, en 48 heures, avec des formats assez courts, interactifs, avec des principes d'interaction, de démos en ligne, de workshops en ligne, eh bien, on a réussi à passer d'un format en présentiel où on touchait chaque année à peu près 10 000 clients qui venaient du monde entier aux États-Unis, à plus de 193 000 personnes qui ont pu accéder à ce contenu gratuitement, parce qu'auparavant c'était un événement payant, et qui ont exprimé un très fort niveau de satisfaction sur ce nouveau format, puisqu'on a eu 93% de retour de personnes qui étaient satisfaites à très satisfaites sur le format, et également sur le contenu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de créer une logique de contenu résiduel, de contenu qu'on va augmenter à la suite de l'événement et de rentrer dans une logique de programme, ce qui est tout à fait, je dirais, nouveau et enrichissant. Et quand on arrive à 193 000 personnes qui ont, pour toutes les personnes qui ont regardé le contenu plus de 5 minutes, passé plus de 2 heures en ligne, ça nous permet de rentrer véritablement dans une logique de médias à un niveau mondial. Et donc, fort de cette expérience, sur tous nos grands formats, on a une vingtaine de grands formats chaque année, on a décidé de les passer complètement en digital. Actuellement, tous nos formats sont digitaux, mais on va voir en fonction de ce qui va se passer, le retour du public sur des événements physiques. On ne sait pas, on n'a pas encore de métriques en tant que telles. Sébastien, par rapport à cette expérience, donc j'entends bien une audience beaucoup plus large, de la création de contenu. Pour autant, votre retour d'expérience sur le vécu quand même, parce que c'est un événement de business, donc il faut échanger avec les partenaires, et puis il faut passer du temps. C'est différent quand même sur la relation, non? On s'est aperçu que ce soit sur la création de nouveaux contacts,
de nouvelles conversations, d'amplification de sujets, la capacité généralement à pouvoir générer des projets, eh bien, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent démontre que ça fonctionne. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que du tout digital ad vitam, mais en tout cas, c'est un format sur lequel on peut capitaliser, mais qui nécessite de changer d'état d'esprit. Qu'est-ce C'est-à-dire qu'on que si change? on... Qu'est-ce qu'on change alors? Qu'est-ce qui est différent sur ce Alors, type de format? ce qu'on a appris, c'est que, et je pense que le format digital fonctionne très bien par rapport à notre secteur qui est le numérique. Dans d'autres secteurs, peut-être ce que je vais dire, est pas forcément adapté. Mais en tout cas, en numérique, le fait de repenser un événement, en fait, de transposer un événement physique en digital ne fonctionne pas complètement. D'accord. Donc, Il qu'est-ce faut qu'on fait repenser à différemment? l'événement pensé de digital, l'événement en digital pour le digital. Et ben, ce qu'on fait, c'est typiquement, on va essayer de repenser la conception de l'événement et l'expérience en tant que telle. Comment en se disant, bah, Donnez-nous un ou auparavant, deux exemples, par exemple. ah bah, sur un événement classique à grande échelle, on va avoir un principe événementiel sur des logiques un peu théâtrales, scéniques. On va se mettre dans des logiques plus cinématographiques, voire télévisuelles interactives. Donc, par exemple, pour pouvoir créer ce type d'approche, Mhm. auparavant, on avait des gestions de projets en mode production logistique. Là, on a créé des writer rooms, des Des rooms writer d'édite- rooms. des writer rooms Dites-moi, dites-moi. avec des personnes qui ne sont pas forcément que des pros de l'événementiel, mais pluridisciplinaires, des pros de digital, des pros du contenu, des pros de la tech, parce que la notion de plateforme est absolument Mhm. indispensable, et de combiner toutes ces disciplines pour trouver de nouveaux scénarios qui vont permettre de créer un nouveau format pour le digital. Ensuite, avec ça, c'est de repenser les formats. Un format de 2 heures en continu ne fonctionne pas bien. Donc, avoir Ouais, des formats courts de plus 30 court. minutes à 10 minutes, des formats en live, en semi-live. Le semi-live, c'est-à-dire de se dire, c'est un événement qui est en live comme celui-ci, mais en fait, la personne a été pré-recordée au départ. Et derrière, il y a une Mm. notion de modération qui va me Donc, permettre d'interagir avec le public. donc c'est une L'autre, nouvelle, oui, donc si je comprends bien, hein, c'est une nouvelle façon de travailler déjà sur les équipes, une nouvelle façon de concevoir les programmes. Est-ce qu'il y a d'autres oui, aspects qui sont différents dans la création de cette approche? euh, bah, il y a le rapport au temps qui est différent. Mm. Et le rapport à l'usage, typiquement sur un événement classique où j'avais mon site web pour créer une expérience, la notion du X est importante, mais la notion du X devient fondamentalement beaucoup plus importante parce qu'on est de plus en plus dans des logiques de programmatique, d'épisodes événementiels. On fait plus un one-off event, l'événement il va durer dans le temps. Donc comment je crée des épisodes comme des séries qui vont être séquencées, non pas sur un jour et un jour deux, mais Mm. sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Comment je vais les répéter, comment je vais les amplifier sur les réseaux sociaux, comment j'ai pensé mon contenu pour qu'il soit streamé en live ou à la demande de façon totalement accessible. Et cette notion du X est absolument Mm. fondamentale. C'est- Avec également un paramètre qui est important, c'est la notion de diversité et d'inclusion. Comment je m'assure, et en digital on peut quand même bien le faire, que mon contenu qui soit en live en on-demand soit sous-titré pour les personnes Ouais. Mm. malentendantes. Comment je m'assure que mes codes couleurs pour des personnes malvoyantes Ouais. fonctionnent C'est- bien. c'est- C'est ce genre de choses c'est- qu'il faut prendre en compte. Sébastien, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui ont vécu d'ailleurs cet événement. Effectivement, les retours étaient très positifs, l'expérience était très positive. Pour autant, je m'interroge sur un point. Microsoft, vous avez dans vos valeurs très affirmées le fun, le plaisir. C'est dans votre culture. On arrive à le faire, ça, sur ce type d'événement. J'en doute un peu. Alors, le contenu est encore disponible en ligne. Je vous invite à aller sur le site de Build ou d'autres événements qu'on a pu faire et je confirme que c'est le cas. Par exemple, les populations techniques sont très geeks. Donc, si on met en place des démos interactives avec des diodes qui vont s'allumer en couleur en fonction de ce qu'on va dire à la voix et à laquelle qu'on va programmer à distance à la voix et qu'on peut voir quand on va faire des speeches avec des easter eggs, des petites choses qu'on va cacher sur les étagères du speaker derrière, comme Satya Nadella, notre Oui, mais CEO, et que les geeks vont essayer de comprendre. Sébastien, j'entends les diodes, mais quand on faisait l'événement en fait aux États-Unis, encore, il y avait des temps de partage, il y avait des soirées, et c'est là aussi où on crée la relation business avec les partenaires, non? Ça manque pas entre nous. On est entre Sur nous, la partie, dites-moi. sur la partie business, clairement, affirmatif, le format digital fonctionne. La chose, et je pense que ce sera quelque chose qui va, ça c'est moi, enfin, c'est mon point de vue, mais on va arriver progressivement sur des formats qui sont plus petits, plus petite échelle pour créer
en physique, cette connexion humaine, ces discussions pour quelque chose qui est difficile à reproduire en digital. C'est dans un cocktail ou dans un repas ou quand on se voit physiquement, c'est la chambre des secrets, les petites choses qu'on va se dire Ben qu'on oui, ne c'est dit pas important forcément tout ça. on stage. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à reproduire en digital. Par contre, le fun, la capacité à pouvoir détecter des conversations à valeur, des projets, de pouvoir échanger avec des experts, ça fonctionne si on le repense pour une expérience purement digitale. Et nos chiffres, en tout cas, ce qu'on a pu observer, le montre. Cette approche, vous nous disiez que c'était a priori jusqu'en juin 2021. Vous pensez la prolonger? Est-ce que chez Microsoft, finalement, on sera sur du full digital pendant très longtemps? Après 4-5 points d'expérience, c'est quoi votre regard? On est dans un monde qui est plus que jamais agile, donc en fonction de comment vont évoluer les choses, des conditions de sécurité, de retour du public Mhm. sur des événements larges, bien sûr qu'on va adapter les choses. Mais je crois fondamentalement que les événements de façon extrêmement durable seront hybrides, que des événements digitaux à grande échelle vont se développer. Mhm. À date, on a encore des annulations d'événements physiques, donc on Ouais. doit s'assurer qu'on puisse continuer à engager avec nos clients et nos partenaires. Mais Mais, fondamentalement, l'hybride est quelque chose de mais très durable. Sébastien, au-delà de l'aspect conjoncturel de la période, des aspects sanitaires logiques hein, que vous évoquez, vous ne pensez pas quand même que c'est aussi un changement de société, une façon complètement différente de travailler ensemble, qu'est ce qu'elle est, mais quand même qui est très distanciée, non? C'est c'est distancié. D'un autre côté, je pense que toutes les périodes qui ont vécu le confinement ont passé un certain temps derrière l'écran dans le cadre des activités qu'elles pouvaient avoir. Et finalement, on peut avoir des conversations qui sont très proches. On va se dire les choses, on se voit et on arrive à produire, à créer de la valeur et à échanger en petit comité ou en gros comité. Moi, j'ai observé également avec des homologues sur le marché, Mm. ça fonctionne. Après, je dis pas que faire du digital de façon permanente est la direction à prendre. Fondamentalement, on sera sur des formats hybrides. Mais c'est aussi une formidable opportunité, comme vous le disiez, pour changer les choses. C'est un changement sociétal. Et on est dans une société où on doit apprendre en continu, à Mm. se remettre en cause régulièrement et de plus en plus agile. Et pour faire un événement digital, euh, toutes les compétences qu'on a dans le domaine de l'événementiel, elles sont excellentes. Et elles ont toutes les bases Ouais, elles peuvent pour être transposées. Ouais. elle peut être transposée, mais Mm. par contre, c'est vrai qu'il va chacun développer nos compétences pour faire Mm. du stream live de qualité. C'est des compétences à part entière. Écrire pour le digital, c'est une nouvelle compétence. Mm. Scénariser un événement digital, c'est une nouvelle compétence. De l'UX, de la création de programmatique, d'interaction aux bases de données de l'entreprise, de créer des systèmes de nurturing en continu pour générer du business, Mm. c'est des compétences qui n'étaient pas au cœur des équipes événementielles. Et nous, en tout cas chez Microsoft, les équipes événementielles en local ou au siège se forment en continu sur ces sujets. Et Mais- là, il y a un changement qui se perd très fort. Merci beaucoup de nous avoir partagé en fait cette expérience, cette belle expérience de développement sur le digital. Et je vous On confirme prendra d'ailleurs, pas. Vincent, que merci Sébastien, et tout ça est passionnant. Je vous confirme que ça nous arrange de voir que la diffusion digitale est pas forcément très clean ce matin. Ça montre qu'on peut pas se passer non plus de l'événement physique. C'est un petit clin d'œil, cher Sébastien, et notamment pour le chat qu'on entend dans votre cuisine, peut-être derrière, je sais pas. Mais en tout cas, merci pour ce clin d'œil. On a quelques instants avec Nicolas Morer qui est avec nous aussi. Quelques instants rapides, Vincent, pour ensuite passer aux questions à Benoît Lancio. Nicolas Morer. Bonjour Nicolas Morer, merci d'avoir patienté pendant cette première interview. Vous êtes CEO fondateur de Team Vitality, donc numéro 1 de l'e-sport. En 2020, on disait que de vous dans Stratégie que vous feriez l'année 2020. Très très belle réussite. C'est quoi l'e-sport? De quoi on parle exactement? D'abord, bonjour à toutes et tous. En effet, je pense qu'il convient de définir ce qu'est l'e-sport parce que c'est un phénomène qui est encore pas forcément connu de tout le monde au niveau grand public. Donc l'e-sport, tout simplement, c'est la compétition à niveau professionnel de jeux vidéo. Mhm. Et c'est un écosystème qui s'organise de manière assez similaire au sport traditionnel, avec des joueurs professionnels, des équipes, des ligues, de la diffusion, des droits médias. Voilà, c'est vraiment une réplication du sport, mais c'est plus du foot ou du rugby ou du tennis, et ça va être des joueurs qui s'affrontent sur des jeux vidéo sur ordinateur. D'accord, donc concrètement, c'est-à-dire que je suis chez moi, je suis devant mon PC et je participe à un match, un tournoi, un parcours de golf. C'est quoi l'expérience?
Alors, il y a deux choses à bien comprendre. C'est d'abord, ces jeux compétitifs sont pas forcément des réplications du sport traditionnel. D'accord. Qu'est-ce qui est Ça différent? existe. Ouais. Ça existe avec des jeux comme FIFA, qui est un jeu très vendu, donc Mhm. FIFA, jeu de football, mais c'est pas finalement ce qui génère le plus d'audience en e-sport. Pour une raison assez simple. Quand on est consommateur, on n'a pas forcément envie d'aller regarder du FIFA quand on peut regarder du vrai football, la Champions League par exemple. En fait, les jeux qui fonctionnent et qui génèrent beaucoup d'audience, c'est des jeux qui sont pas des jeux de sport la plupart du temps. Donc, par exemple, League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, voilà, ça c'est les jeux majeurs en e-sport. D'accord. C'est la première chose. C'est quoi? Ce sont des transpositions? Je connais pas trop, hein. Explique-moi. Oui, pas de problème. C'est simplement des jeux vidéo Ouais. qui ont acquis une grande popularité. C'est des jeux qui nécessitent souvent en équipe, qui nécessitent une grande technicité. Et en fait, on va voir se créer sur ces jeux des gens qui sont plus talentueux, plus compétents que d'autres, et qui vont finalement composer le haut de la pyramide des talents et qui vont se faire recruter dans des équipes. Donc ça n'a rien à voir avec des réplications des modèles Mhm. sportifs qu'on connaît. Ce Alors, qui est similaire par contre, c'est l'organisation de tournois, le jeu en équipe, les équipes qui signent des joueurs professionnels, qui ont des sponsors. On retrouve le même écosystème. d'accord. Alors, quelle est la dynamique de l'e-sport là en 2020? C'est une bonne année pour vous? C'est, j'imagine, une année de croissance, non? On était chez nous, on avait du temps. Alors, c'est évidemment une bonne année dans le sens où on continue une croissance très forte. Nous, on a commencé Vitality en 2013 et en 7 ans, voilà, ça a grandi dans des proportions qu'on n'imaginait même pas. Aujourd'hui, les audiences continuent à grandir, à croître de manière extrêmement importante chaque année. Pour autant, c'est une année un petit peu frustrante parce qu'il faut bien comprendre, et c'était le deuxième élément de réponse à la question précédente, que l'e-sport normalement se pratique pas de manière online, mais de manière événementielle Ouais, dans des je vous stades cache pas que c'est ou ce qui des arènes. m'intéresse aussi, quoi. Justement, au niveau événementiel, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui? J'ai l'impression que ça se développe, hein. Alors, en fait, historiquement et depuis des années, les événements e-sport se tiennent dans des salles de plus en plus importantes. On a vu l'année dernière, par exemple, la finale des championnats du monde de League of Legends à l'Accor Hotel Arena à Paris. Et il y a eu beaucoup d'événements dans des stades en Europe ou en Asie. Donc, voilà, l'e-sport, normalement, au plus haut niveau, se pratique dans des grandes salles ou dans des stades. Cette année, évidemment, on a Ouais, une plus compliqué. difficulté. Voilà, mais contrairement au sport traditionnel, de par la nature digitale de notre activité, on a pu continuer en online, c'est-à-dire que nos joueurs soit jouaient de chez eux pour les compétitions, soit on arrivait, selon les moments et les règles par rapport au Covid, à les réunir ensemble Mm. et ils se réunissaient dans notre centre d'entraînement pour participer au match. D'accord. Donc là, effectivement, on a une période conjoncturelle un petit peu compliquée, mais est-ce qu'il y a cette volonté, cette dynamique de vouloir développer ces grands messes d'e-sport ensemble, finalement? Oui, alors on voit bien que quand on a switché sur des formats online, ça n'a pas forcément énormément fait baisser l'appétence parce qu'il y a toujours une demande et puis d'autant plus quand les gens étaient coincés chez eux, il y avait une vraie demande de consommer de la compétition e-sportive. Pour autant, ce qui permet de développer le prestige, l'image, aussi l'intérêt des marques, c'est aussi ces grands messes, comme vous dites, dans des moments, on va dire, qui sont les points culminants de la compétition. Donc, il y a cette vraie volonté de continuer à développer cet aspect-là, qui est en plus également générateur de Mm. revenus quand on remplit évidemment Alors, l'accord hôtel et des stades. Voilà. générateur de revenus, c'est quoi l'approche des marques aujourd'hui par rapport aux médias e-sport? Alors aujourd'hui, c'est un phénomène, on va dire, qui s'accentue d'année en année. Ce qu'on peut voir, c'est que les marques ont à peu près toutes compris l'intérêt de communiquer sur le territoire e-sport. Parce qu'en fait, nous, les équipes et les joueurs professionnels, on est capable d'engager des cibles 15-30 ans qui ont évidemment beaucoup de valeur pour les marques. Et puis surtout, on sait leur parler là où elles sont. Donc sur les médias sociaux, sur Twitch, etc. Donc les marques, on va dire, comprennent tout l'intérêt de l'e-sport à cet égard. Par contre, elles n'ont pas encore forcément toutes compris comment appréhender Hmm. l'e-sport, comment investir, auprès de qui. Pour autant, le sponsoring e-sport notamment s'est beaucoup développé. Nous, aujourd'hui, on a Orange en partenaire majeur, Adidas en équipementier, Renault, Red Bull comme Hmm. sponsors principaux. Donc voilà, beaucoup de marques ont franchi le pas et d'autres sont en train de le faire. Juste pour conclure cet échange, votre vision là, à 2-3 ans de l'évolution de l'e-sport en France, comment vous voyez les choses?
En fait, c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter parce que quand on regarde les chiffres d'abord de vente de jeux vidéo et d'usage, bon, ça continue de grimper à toute vitesse. Et aujourd'hui, on va dire que chez les jeunes générations, quasiment tout le monde est gamer. Et en fait, comme il y a énormément de jeux qui sont conçus pour que les joueurs s'y investissent beaucoup et passent beaucoup de temps, ce sont des jeux très techniques. Beaucoup de ces joueurs deviennent des consommateurs des compétitions de ces jeux-là. Donc, ce phénomène continue à croître. Donc, on est extrêmement optimiste et positif sur l'évolution du secteur. Merci beaucoup, Merci Nicolas. beaucoup. En tout cas, j'entends qu'il y a un bel avenir entre le e-sport et l'événement. Il y a de belles choses à faire ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Morer. Merci à vous. Merci Nicolas, Très merci bonne journée. Sébastien, merci Vincent également pour ces échanges qui nous apprennent beaucoup. On vous abandonne tous les trois. Merci d'avoir contribué à ce début de live. Je voudrais qu'on termine cette dernière séquence pour ouvrir là-dessus avec Benoît Lanciot. Il est directeur de la communication événementielle et des partenariats chez SNCF. J'ai envie d'avoir avec lui la vision de l'événementiel de demain. Benoît, d'abord je voudrais rendre à César ce qui est à César. Nous, les journalistes, on oublie souvent de regarder le verre à moitié plein, même quand il y a une goutte au fond du verre, il faut la dire et la donner. Le transport ferroviaire, c'est un métier de contact avec des millions de voyageurs chaque jour. Et on doit remarquer qu'on n'a pour l'instant pas eu un seul cluster dans les trains SNCF. Et c'est bien de le souligner. Ça veut dire que toutes nos équipes sont mobilisées aussi pour faire le boulot et comme il faut sur le terrain. Donc merci aussi pour les voyageurs que nous sommes pour ça. Je sais aussi que l'événementiel est dans l'ADN, évidemment, de SNCF. Vous organisiez jusqu'à présent 300 à 400 événements par an. Pourtant, vous êtes impacté forcément, comme tout le monde, par la crise économique. Forcément, vous allez devoir réduire vos dépenses en événementiel. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir faire mieux avec moins, voire beaucoup moins ? Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont ici présents à Cannes ou ceux qui sont en ligne. Avant de répondre à votre question, vous avez extrêmement raison de rappeler que plus de 5 millions de personnes en France voyagent dans nos trains. C'est 15 000 trains et d'une certaine manière, c'est donc 15 000 événements physiques en présentiel tous les jours. Oui. Et depuis le déconfinement, depuis la reprise des déplacements, les équipes SNCF, et là je ne parle pas du tout des gens de l'événementiel ou de la com, mais les vrais cheminots, les vraies cheminotes s'appliquent à permettre justement cette reprise des déplacements dans les meilleures conditions sanitaires. C'est un vrai boulot et c'est finalement le chemin que l'on veut suivre parce que c'est comment réunir chaque jour 5 millions de personnes côte à côte en prenant en compte les règles sanitaires, les règles de distanciation dans les gares, l'adaptation de la restauration dans les trains. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on va devoir faire demain dans les événements lorsqu'on sera en présentiel. Donc ça montre que ça peut fonctionner. Et la bonne nouvelle, et peut-être qu'on peut en prendre une bonne leçon pour le monde de l'événementiel, c'est que tous ces gens qui sont dans les trains reviennent dans les trains. Ça veut dire que quand ils pensent qu'ils sont en sécurité, ils ont envie de voyager, ils ont confiance à celui qui organise. Alors vous en tirez des leçons évidemment, mais la question elle est centrée maintenant sur les autres événements qui eux sont des événements internes avec vos collaborateurs, parfois quelques événements externes, mais si je reviens sur les événements internes notamment, je vous ai entendu parler de faire mieux avec moins. Précisez-nous votre pensée là-dessus. Alors effectivement, la priorité, c'est le transport, mais il est clair que quand on est une entreprise de 270 000 personnes, on a beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices, que l'événementiel interne chez SNCF, c'est extrêmement important, et que l'ADN chez SNCF, c'est de l'événement physique. Le digital, c'est pas vraiment notre ADN. On est bien conscient que c'est utile, que c'est indispensable, ça le sera de plus en plus. On le prend comme un vrai outil, un outil d'aide à l'organisation d'événements. Ça, c'est indispensable. Oui, certainement que la situation qui est devant nous va devoir nous obliger peut-être à faire moins, mais surtout à essayer de faire mieux. Donc de repenser nos événements, mais tout en essayant, dans la mesure du possible, de maintenir les événements physiques. C'est en tout cas la volonté chez SNCF. Ça correspond à notre culture, ça correspond aussi à ce qu'attendent nos collaborateurs, nos collaboratrices. Et tous les événements aussi que nous menons sur le terrain, notamment les grandes activations événementielles de nombreux partenariats culturels que nous menons, nous en avions encore la semaine dernière d'ailleurs à Angoulême, montrent que le public il est prêt à revenir sur les événements. Bien sûr. Il est demandeur, à condition que ça se fasse dans des bonnes conditions, qu'on soit respectueux, et c'est aussi le rôle de l'organisateur.
Bien Ce sûr. sera le rôle de l'organisateur SNCF vis-à-vis de ses publics internes et vis-à-vis de ses publics externes, c'est clair. Faire mieux, on le sait les uns et les autres, c'est évidemment des contenus plus forts, plus exclusifs, intéresser encore plus nos publics pour que vraiment ils y trouvent un intérêt au déplacement et à la rencontre. Pour autant, Sébastien Imbert nous en parlait il y a quelques instants chez Microsoft. Est-ce que vous allez, comme chez Microsoft, pousser vers le 100% ou le 99-98% digital? Non, je ne le crois pas. Quand je dis je ne le crois pas, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore dans des phases de décision, Oui. plutôt dans des phases d'étude de ce qu'on peut faire. On est très à l'écoute de ce que nous proposent ou nous imposent les pouvoirs publics. On va bien sûr s'adapter. Bien sûr. Encore une fois, je le dis, je pense que le digital, c'est un outil événementiel, mais comme nous avons la chance d'avoir une batterie extraordinaire d'outils événementiels, Oui. de prestataires événementiels de tout genre, de tout type, je pense que on ne peut pas bannir le digital. Le digital fait partie de notre temps, mais là où je pense que nous avons envie d'aller et ce qui aujourd'hui nous anime, c'est de se poser la question de comment le digital peut nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Transposer un événement de physique à digital en faisant une forme de copier-coller digital, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Oui. On a plutôt envie de se dire qu'est-ce que le digital va nous apporter, qu'est-ce qui va nous permettre de faire différemment, peut-être qu'il va nous permettre de toucher des cibles plus larges que ce qu'on avait prévu jusqu'ici. Mais pour qu'il y ait du digital, il faut quand même qu'il y ait un événement. Bien Donc sûr. ça, nous, on a envie de jouer l'hybridation, de permettre à l'outil digital de venir toucher des populations internes qui jusqu'ici étaient peut-être peu impactées par l'événementiel physique. Oui. C'est clair, de par la particularité de notre entreprise, de par le fait que beaucoup de collaborateurs sont sur le terrain pour faire rouler des trains et c'est très difficile de les faire venir sur des événements. Donc oui, le digital va être un vrai outil, mais en tout cas, on n'a pas du tout envie qu'il remplace l'événement classique en présentiel. Et si bien le rappeler devant tous les pros de l'événementiel dont vous avez toujours besoin à vos côtés, plus que jamais d'ailleurs, parce que vous avez maintenu un appel d'offres majeur en pleine période de crise pour référencer vos agences partenaires pour les 8 années qui arrivent. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel d'offres et justement des agences que vous challengez? Effectivement, ce renouvellement du référencement événementiel pour le groupe était prévu de longue date, donc c'est pas lié à la crise. Oui. On a en revanche voulu absolument le maintenir. Pour nous déjà, c'était un signe fort, un signe positif pour le marché. Plus que jamais demain, pour faire face aux enjeux qui nous attendent et surtout pour faire face à l'inconnu qui est devant nous, on a besoin de professionnels de l'événement, d'agences, mais pas seulement d'agences, de prestataires. On a besoin de conseils, d'accompagnement, de créativité, de nouvelles idées qui vont nous permettre de faire face à cette situation extraordinaire. Et puis je rappelle que l'événement, c'est aussi savoir s'adapter. Donc c'est justement ce que l'on attend. On compte sur ces futures agences pour nous accompagner dans les mois qui viennent pour préparer la suite et puis surtout pour imaginer le monde de l'événementiel de demain. Merci beaucoup Benoît Lancieux, acteur majeur aussi dans l'événementiel, acheteur majeur on peut le dire. Votre parole compte aussi pour tous les professionnels et merci d'être venu la partager avec nous ce matin. Merci aussi à Vincent et ses invités il y a quelques instants. On va poursuivre avec eux live ensemble pour découvrir d'autres invités, parler aussi de cette relation business. Il est un domaine très compliqué aussi en ce moment, c'est le monde du tourisme, de l'hôtellerie. Ils font partie du monde événementiel parce que ce sont des gens avec lesquels nous travaillons main dans la main, mais je ne suis pas sûr que le e-événement plaise beaucoup à celui dont le cœur de métier, la rencontre dans des lieux prestigieux. Nathalie Guichard rencontre pour de vrai Alexandre Dessaigne. Oui, j'ai le grand plaisir d'être avec Alexandre Dessaigne Barrière. Barrière, un patronyme synonyme du luxe à la française, porté par un héritage familial remarquable. Alors je vais le rappeler, le groupe Barrière, en 2019, c'était plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires, 18 hôtels, 140 restaurants, des casinos, 7000 collaborateurs dans le monde. Alors, avec la crise, sans touristes, sans congrès, vous avez carrément subi une mise à l'arrêt, on peut le dire, brutale. Donc ma première question sera comment se porte le groupe Barrière aujourd'hui? Écoutez, tous nos établissements ont été fermés pendant près de 3 mois. Vous l'avez dit, le groupe Barrière, c'est un groupe familial, c'est un groupe qui est plus centenaire. C'est la première fois en plus d'un siècle que tous les établissements sont fermés. On fait en moyenne 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Vous faites le calcul, donc ça a été une période difficile. Après, on espérait que l'été soit un été extrêmement
positif parce que le gouvernement avait notamment recommandé aux Français de rester en France. Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc sur les stations balnéaires, où c'est principalement des touristes français, on pense qu'on a récupéré, à travers les chiffres qu'on voit, un certain nombre de touristes qui étaient partis. Donc sur les stations balnéaires, l'été a été bon. En revanche, Paris, compliqué, on était fermé. Les grandes villes, Paris. Voilà, parce que Paris, c'est 70% de clients hors Schengen. Donc, en fait, vous comprenez bien. Ça Voilà. représente. Et le Majestic a souffert aussi, Cannes a souffert aussi de l'absence de délégation du Moyen-Orient et aussi d'Europe de l'Est. Alors, vous, Alexandre de Seigne-Barrière, vous êtes plus particulièrement en charge de la transformation dans le groupe Barrière. Et propulser la transformation, c'est devenu une nécessité pour survivre, pour perdurer. On parle beaucoup de e-relations pour relancer des secteurs en difficulté, mais dans l'hôtellerie, ça paraît quand même compliqué, non? Quel sera, vous, votre business model demain? Alors, la transformation, on pense souvent au digital, mais c'est bien plus large que ça. Ça inclut également l'humain. Donc, l'e-relation, je pense que la période que l'on vient de vivre a montré l'utilité des outils technologiques, mais aussi montré à quel point elle avait ses limites et que rien ne remplacera le contact humain. Donc, pour moi, on va continuer à innover technologiquement pour permettre plus d'interactions, mais je suis convaincu qu'il est plus que jamais nécessaire, après cette période, que les gens se retrouvent physiquement. Donc la transformation, elle passe aussi par l'humain, le physique, le réel. Et alors, je sais que c'est un terme très galvaudé que vous n'aimez pas trop, l'expérience client. Mais on est bien d'accord que, tout comme nous, dans l'événementiel, nos métiers sont des métiers de réception, le réceptif. Et là, l'expérience client, c'est quand même la clé du business. Mais bien sûr, les attentes du client changent, les codes du luxe, d'ailleurs, évoluent. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, vous, chez Groupe Barrière, pour renouveler cette expérience client? Alors absolument, oui. Enfin, notre métier, ce sont des métiers de service. Il s'agit de donner du bonheur et de rendre épanouis nos clients, mais également nos clients internes, qui sont nos collègues. Donc je pense qu'on va se diriger vers des hôtels de plus en plus à taille humaine, qui permettent une forme de déconnexion et de reconnexion avec la nature. Oui. Parce que je pense que les gens ont de plus en plus besoin de se ressourcer dans des endroits, on va dire, plus isolés. Des endroits qui permettent la déconnexion du monde quotidien, de tout ce qui nous entoure, la déconnexion et la reconnexion finalement avec la nature. Ça va être le leitmotiv du groupe Barrière, donc. Je ne sais pas si ça va être le leitmotiv, mais ce sera à mon avis, ça fait partie de l'avenir de l'hôtellerie. Et je pense que pour des team building, je prends par exemple l'hôtel de Dinard, c'est une de nos spécificités. Vous pouvez privatiser. Vous pouvez prendre 50 chambres sans avoir à payer la privatisation entière. Et vous avez l'hôtel intégralement pour vous. Et vous êtes dans un cadre intimiste, dans un lieu d'exception. Et je pense qu'il y a peu de groupes qui peuvent offrir ça. Effectivement, permettre vraiment de se recentrer aussi. Alors, le groupe Barrière, c'est un acteur événementiel, un acteur historique de l'événementiel. Les grandes conventions qui se déroulent souvent dans vos hôtels, les festivals dans les villes où le groupe Barrière est très présent. Est-ce que vous pourriez imaginer l'avenir sans l'événementiel au groupe Barrière? Non, l'événementiel fait partie intégrante de l'ADN du groupe Barrière. Vous avez mentionné les festivals. On est un acteur extrêmement aussi impliqué dans le monde de la culture. Le premier festival de Cannes s'est tenu au Casino grâce à François André, le fondateur du groupe Barrière. Oui. Mon grand-père, Lucien Barrière, a participé à la création du festival du cinéma américain de Deauville. Donc on participe également énormément au festival de Cannes. Donc on sera aux côtés des acteurs de l'événementiel et on continuera à s'impliquer dans ce secteur, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Alexandre de Seigne-Barrière, pour Merci à vous. tous ces éclairages et ce soutien au secteur de l'événementiel si important pour vous.
Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci Nathalie Guichard. Merci Alexandre de Seine-Barrière de ce moment partagé avec tous les professionnels de l'événementiel. Si vous nous rejoignez, on est ensemble sur Live ce matin. On parle des relations business et notamment comment l'événementiel peut booster cette relation business avec nos clients. Vous êtes en ligne, vous nous envoyez vos messages sur le chat. Vous êtes présents sur Event Meetings. Vous envoyez vos questions et vos réactions sur l'AppCraft Event Meetings. Je compte sur vous. On va enchaîner ensuite puisque on va parler de congrès, d'événements, de salons. On pense à la vente. Souvent, on pense à la mise en valeur de produits physiquement dans des lieux dédiés pour que les clients puissent les voir, les toucher, les essayer bien sûr. Et puis, il y a des marchés pour lesquels il y a une impossibilité du contact physique et pourtant, c'est ultra critique dans ces marchés-là et notamment l'automobile. Et puis, il y a aussi ces lieux qui accueillent les grands salons qui sont vides depuis plusieurs mois. Et si demain, n'était plus possible. Et si l'événement de demain physique n'était plus possible, comment les réinventer Ces lieux de relations business, on en parle tout de suite avec Vincent Dumont et ses invités. Il reçoit Julien Di Pace, j'adore le dire, Julien Di Pace de Fiat, directeur marketing communication, Gilles Fournier et Corinne Ménégo, au micro de Vincent Dumont. Bonjour Julien. Bonjour. Je dois avoir avec moi Corinne Ménégo, Gilles Fournier, vous êtes à distance. Merci d'être avec nous. On va avoir un bel échange tous les trois. Je vais commencer par vous, Julien. Vous êtes en fait directeur marketing communication de FCA, Fiat. Vous avez en plus un périmètre qui va au-delà de la France, hein. Vous avez l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Donc vous pourrez peut-être aussi nous apporter une réponse un peu plus internationale. Comment on anime un réseau aujourd'hui quand on peut plus se voir ? Alors, on peut de nouveau se voir. Ça a été particulièrement compliqué dans la période à partir du début du mois de mars. Le siège de Fiat Chrysler Automobile européen et historique, c'est aussi le siège du groupe Fiat, est à Turin. Donc, on est en Italie et comme tout le monde l'a vu dans les médias, y compris dans les médias français, l'Italie en Europe a été au cœur du coronavirus au départ. Et très tôt, ouais. Avant les autres. Je pense que pour une fois, l'Italie a anticipé quelque chose au niveau politique et a été prêt avant les autres pays, ce qui fait que tout a commencé avant, les chiffres sont arrivés avant, la panique est arrivée avant et le confinement est arrivé avant. Et donc, comment vous êtes adapté à ça ? Vous avez fait quoi ? Bah, écoutez, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'au niveau de la communication digitale, au niveau du parcours de vente en ligne sur toutes nos marques, parce on cite la marque Fiat qui est l'acronyme du groupe, mais on a aussi les marques Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional et d'autres. Dans le monde, on a dû faire deux choses. La première, c'est accélérer une mise en œuvre de l'e-commerce et de la possibilité d'acheter un véhicule quasiment de A à Z en ligne. Ouais. Donc de nouveaux outils que vous avez mis en place ? Oui, on a notamment permis à tout notre réseau de concessionnaires en Europe, assez progressivement mais assez rapidement aussi, dans l'espace d'une dizaine de jours, d'être relié à travers des outils, je ne citerai pas parce que c'est une marque, et tout à l'heure il y avait Microsoft et ce n'est pas Microsoft, d'être connecté à travers des vidéoconférences avec le client. D'accord, et la seconde ? La seconde, c'est une étape qui est en cours et vous avez pu la voir sur notamment certains constructeurs français à la télévision pendant la période de Covid. C'est justement de mettre en place un système de e-commerce et de vente à distance totale, complètement en ligne, de A à Z. En revanche, malgré ça, pour une question de prix, pour une question de paiement, pour une question de volonté de toucher le produit, de le tester, on ne peut pas complètement à 100% vendre une voiture en ligne. On peut techniquement. On va y revenir après. On va un peu parler aussi d'avenir tout à l'heure ensemble, de comment vous allez adapter dans les années qui viennent. Corinne Ménégo, vous êtes directrice générale de l'Office du tourisme et de congrès de Paris. Donc Paris, ville de congrès, on le sait. D'ailleurs, qui a été même désignée capitale mondiale des congrès une fois de plus en 2019. Près d'1 million de congressistes en 2019. Aujourd'hui, des centaines de milliers de mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Quel est l'impact sur le secteur, Corinne ? L'impact, bonjour à tous déjà, mais effectivement, bien évidemment, l'impact est considérable, hein, donc sur l'ensemble de la filière événementielle, salon, congrès, puisqu'on a été à l'arrêt pendant quelques mois et évidemment, ça va mettre beaucoup de temps à reprendre. Si ça reprend au même niveau, on verra. Mais effectivement, aujourd'hui, on va avoir quasiment 80% d'activité en moins sur l'année 2020, ce qui est beaucoup.
Il y a des événements là, très court terme qui vont quand même se passer là, sur Paris dans les semaines qui viennent. Oui, en fait, ça reprend doucement. Alors, c'est vrai qu'on a des contraintes, des restrictions et protocoles sanitaires, mais je crois que là-dessus, l'ensemble des professionnels se sont extrêmement bien mobilisés. Et je pense qu'on n'a rien à redire sur tout ce qu'on met en place. Et c'est un sujet important qu'il faut vraiment marteler, parce que c'est un sujet aussi de réassurance. On parlait tout à l'heure, Benoît, de la SNCF. C'est un vrai sujet. Si les gens sont rassurés, ils vont pouvoir venir et c'est pas plus de les faire sécuriser super. Corinne, on a un tout petit souci de liaison. On va essayer de le régler et on revient vers vous dans quelques instants. L'occasion d'échanger avec Gilles Fournier. Vous êtes directeur général du SIAE, le Salon du Bourget. Alors, Gilles, que je ne vois pas. Essayez, je le vois, c'est formidable. C'est génial. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, Gilles, le Salon international de l'aéronautique et du spatial, donc, qui est connu également sous le nom de Paris Air Show, rassemble presque 150 000 visiteurs. Il y a 85 pays différents qui sont représentés. Alors, vous aviez quelque part une chance, c'est qu'il n'avait pas lieu en 2020, puisque c'est tous les 2 ans. Comment se présente l'édition 2021 ? Elle va avoir lieu ? Elle s'annonce imprévisible, on va dire, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains mois. Je crois qu'on a à faire face à une crise totalement inédite. Tous les 2 mois, les règles changent. Bon, nous, on a effectivement cet avantage qu'on a lieu dans 10 mois et qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc, j'ai bon espoir qu'on l'ouvre. Ce sera dans des conditions certainement très différentes des autres éditions. Oui, il y a des choses différentes. Je reste extrêmement confiant sur le prochain salon. D'accord, il y a dès maintenant des choses différentes que vous anticipez pour la prochaine édition ? Pas vraiment, puisqu'encore une fois, le mot, je vous ai dit, c'est imprévisible. Donc, qui dit imprévisible dit qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, bien entendu, en termes de sûreté, sécurité, protocole sanitaire, plan A, plan B, plan C, on essaye d'écrire différents scénarios et on sait parfaitement que ce ne sera pas celui qu'on a prévu qui nous arrivera dessus. Donc, on fera comme dans beaucoup d'événements, ça a été dit tout à l'heure, la caractéristique des organisateurs d'événements, c'est de savoir s'adapter. Et je pense qu'on saura s'adapter. Mon seul grand espoir, c'est qu'on puisse s'ouvrir. Et c'est vrai que les 6 derniers mois d'arrêt total de l'activité événementielle est relativement inquiétante. On va reparler un petit peu d'avenir dans quelques minutes et même tout de suite ensemble, Julien. Comme on peut finalement faire du business, faire de la vente sans show, sans congrès, sans se voir. On peut y arriver. On peut y arriver, mais on en fait moins quand on a tout le panel de possibilités. On en fait moins parce que, pour vous donner juste un chiffre, c'est à peu près la moyenne dans tous les pays européens qui ont été totalement confinés. La période réelle de confinement où les gens étaient chez eux, la chute du marché automobile était de l'ordre de plus de 90%. Donc, on va parler du mois d'avril, par exemple, qui est vraiment celui qui a été dans la plupart des pays européens impacté à 100%, à part quelques exceptions. Donc, après, il y a le phénomène de crise, il y a la peur économique, l'achat d'un véhicule, d'une voiture, c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent. Quand on est en période de crise, chômage technique, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur toute une discussion macroéconomique que tout le monde connaît ici, mais on n'a pas forcément, à ce moment précis, envie d'acheter un véhicule qui, encore une fois, après l'immobilier, est le deuxième achat le plus cher que chaque individu doit faire. Donc, j'entends bien l'importance de se voir, de maintenir la relation. Pour autant, est-ce que vous pensez que cette période va générer des évolutions long terme, indépendamment d'ailleurs des questions réglementaires ou sanitaires? Est-ce que ça va bouger les lignes? Elle a déjà généré des changements parce que par moment, dans certains groupes, je ne parle pas forcément du mien, mais la digitalisation ou l'évolution vers des manières différentes de vendre, de proposer les produits, elle peut être par moment plus freinée par une hiérarchie d'entreprise ou par un conseil d'administration ou par une idée, une peur de la part des réseaux, notamment des concessionnaires, de changer quelque chose. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Là, il y a eu l'obligation de changer beaucoup de choses.
le fait de travailler à distance dans des entreprises qui travaillaient souvent physiquement dans des locaux et dans des bureaux. Nous, ça fait 6 mois qu'on travaille à distance et ça se passe plutôt bien. Et, quand vous dites que vous travaillez à distance, là, il n'y a toujours pas de retour en fait dans les bureaux au siège. Alors, les concessionnaires, les usines, oui, évidemment, parce que sinon, on n'a plus d'outils de production. En revanche, dans les bureaux physiques, donc comme les nôtres à Mirafiori et à Turin, on limite au maximum la présence physique et on essaie de limiter à 1 jour par semaine, parfois aucun. Ce qui a été le cas pendant le confinement, et donc on limite considérablement. Ça, c'est déjà un changement qui est énorme pour les gens qui étaient habitués à faire 45 réunions dans la journée jusqu'à 22 heures, donc ça change un petit peu. Au niveau de la vente pure, ça a changé dans la tête des concessionnaires et dans la tête des gens, dans le sens que... Qu'est-ce qui a changé? Certaines tranches de la population qui n'étaient pas habituées à utiliser les outils Internet pour acheter leurs courses, mais aussi pour aller voir sur un configurateur automobile sur un site où se trouvait, quel type de voiture exacte il voulait, préparer son véhicule, aller voir si dans les différents outils qui existent par rapport au stock, certains véhicules étaient disponibles près de chez lui, etc., et faire un parcours de vente en ligne avant de finir par le parcours physique chez le concessionnaire. Ouais, ça c'est change un la gros donne. changement. Ouais, ouais. On a retrouvé Corinne. Corinne, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends parfaitement bien. Ah ben écoutez, moi je vous entends pas mal. Vous êtes de retour avec nous. Je vais vous poser un peu cette question. Je sais que la réponse n'est pas évidente parce qu'on ne sait pas trop, mais est-ce que vous pensez que cette période va bouger les lignes pour une ville comme Paris sur la question du congrès? Est-ce qu'il va falloir inventer autre chose? C'est quoi votre vision? Je pense que ça va quand même changer effectivement durablement, mais ça accélère des tendances qu'on a identifiées. Donc il n'y a pas de changement, je dirais, à 360 degrés, je ne crois pas. Quelles étaient ces tendances? Une accélération effectivement déjà de la digitalisation, le fait par exemple d'une activité qu'on ait de la réservation effectivement en amont, de privilégier des plus petits formats sûrement sur certaines choses, et puis je dirais de fond, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, le fait qu'il y ait une vraie valeur ajoutée de cet événement. C'est-à-dire qu'on doit être capable, sur un événement live, de montrer qu'effectivement cette relation physique est indispensable à tous, parce qu'on est humain après tout, qu'effectivement cette relation, elle apporte quelque chose de plus que ce qu'on peut avoir en digital. Mais il n'y a pas à faire les deux en fait. Mais quand on a autant de lieux, de beaux lieux à Paris, est-ce que ça suppose que ces lieux peut-être vont devoir penser d'autres usages? Comment on se réinvente? C'est compliqué, non? Oui, bien sûr, c'est compliqué. Il va falloir effectivement travailler. Après, on espère quand même qu'un certain nombre de choses vont revenir. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'il n'y aura plus aucun événement. Donc, on va continuer quand même à faire des événements, peut-être dans des conditions qui sont un petit peu différentes, en tout cas dans les années qui viennent. Effectivement, on continuera à en faire. Donc, un gros congrès aujourd'hui de milliers de personnes peut avoir lieu à Paris sans problème, avec les mesures de distanciation, protocole, on a déjà parlé. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de pouvoir le faire, au contraire. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on développe des services plus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme l'hôtellerie de luxe dont on parlait tout à l'heure. Ouais. À partir du moment où vous avez quand même une relation qui est un peu différente parce que masquée, parce que la distanciation, il va falloir peut-être qu'on soit un peu imaginatif sur ce qui fait que ça va être sympa. Ouais, que l'expérience physique en fait apporte des choses encore plus intéressantes. C'est quoi des services plus? Alors, je ne sais pas, ça peut être des choses même dans la convivialité. Il va peut-être falloir repenser notre vision de la convivialité qui est très chère à notre, à notre cœur français parisien. Parce qu'un cocktail aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué qu'effectivement avant. Il va falloir peut-être réfléchir à la manière d'animer ça, en fait. Il y a un point important que soulignait hier Nicolas Dupeux, qui est directeur général de l'Accor Arena. Il disait on a finalement du temps pour travailler sur l'expérience client et ils font un gros travail en ce moment. Vous pensez que ça va être aussi un des axes pour les lieux de congrès à Paris? Ah oui, j'en suis absolument persuadée. Il faudra effectivement apporter d'autres services qui étaient déjà un peu en cours. Paris avait déjà commencé à travailler par exemple sur des espaces de coworking parce que vous venez sur un salon, vous avez besoin de pouvoir travailler. Il va y avoir des services effectivement de ce type-là à développer. Et je pense qu'il y a une panne, je vais être positive un petit peu, quand même un petit peu optimiste, mais effectivement, il y a aussi des choses à faire pour les événementiels en termes d'animation, parce que ça va être compliqué d'animer des gens qui ne peuvent pas se toucher, qui sont loin, chacun, etc. Donc il va falloir être un peu imaginatif
souvent, et je suis bien sûre qu'on va avoir les talents pour pouvoir le faire. Finalement, il y a un gros business à venir pour les gens qui sont dans les aménagements d'espace, dans le design, parce qu'on parlait hier également de l'évolution des usages des bureaux, on parlait de la défense notamment. Enfin, il va y avoir une transformation de la ville, en fait, à Paris. Oui, je crois qu'il va y avoir une transformation de la ville qui était déjà un peu amorcée, parce qu'on était déjà beaucoup éco-responsable, développement durable. Je vous rappelle qu'on a développé une piste cyclable, on a plus de 1000 km aujourd'hui de ville et beaucoup de parcs. En revanche, on aura peut-être plus justement de lieux de vie peut-être différents. Peut-être que ces espaces d'exposition, et je sais que il travaille déjà sur ces sujets-là, pour développer par exemple une ferme urbaine sur un des toits des halls. Il y a aussi une immersion peut-être dans la ville qui va être très intéressante et une vraie synergie, je dirais, avec l'habitant, qui va faire qu'on va en faire des lieux différents, qui va aussi permettre de business aussi dans ces lieux-là, y compris en événementiel. Bon, en tout cas, il faut voir le positif, des beaux projets à venir. Je reviens vers vous, Gilles Fournier. Si je vous vois à l'écran, vous devriez apparaître. Oh, super. La technologie est fantastique et la régie assure vraiment. Gilles, le Paris Air Show, c'est quand même un lieu de business incroyable. En plus, sur un secteur où c'est un peu compliqué quand même en ce moment, l'aéronautique. On peut faire du business sans ce salon. C'est envisageable. Non. Très clairement, non. Je voudrais juste quand même reprendre un peu l'histoire des salons, foires, congrès, expositions. On a quand même, rapidement, Gilles, parce qu'il nous reste 1 minute. Ouais, bon, je n'ai pas beaucoup parlé, donc je vais essayer de faire vite. C'est vrai. Mais en 150 ans, on a traversé 2 guerres et une dizaine de crises économiques, sociales et politiques, et on est toujours là. Donc je pense que les salons ne vont pas disparaître, ils réapparaîtront dès qu'on aura tué le Covid, dès qu'on aura gagné la guerre contre le Covid, et ils reparaîtront de plus belle. Je pense qu'il faut surtout pas opposer digital et salon événementiel. Le digital est un formidable outil, c'est tout nouveau, tout neuf, ça a quelques années. C'est un complément formidable à nos manifestations, mais bien entendu, la convivialité, la rencontre, le contact physique sont indispensables au business, au développement et à nos industries. Donc, on continuera à faire des salons dès qu'on aura tué ce virus. C'est juste une question de temps. Et peut-être, comme on le disait, peut-être des choses différentes. On ne sait pas encore où sera la différence, mais en tout cas, les lignes risquent de bouger quand même. Bien entendu, parce que on voit bien comment évolue le digital depuis une vingtaine d'années et tout ce que ça peut nous apporter. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est opposer l'un et l'autre. Le salon virtuel, c'est une vaste plaisanterie. Par contre, le virtuel au service du salon physique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait la vision de Microsoft. Mais Microsoft est pur digital. Mais vous imaginez pas qu'on va faire une démonstration aérienne sur écran, ça ne marcherait pas. Donc, encore une fois, là, on fait face à une crise comme on en a 8 ans depuis 150 ans. Il faut que cette crise se termine, il faut que nos chercheurs nous trouvent un vaccin et on repartira de plus belle comme on l'a toujours fait. J'aime bien ce discours positif qui nous donne de l'espoir. Une dernière question pour vous. Une dernière question pour vous, Julien. Vous imaginez, vous néanmoins, un monde où dans l'automobile, les ventes se feraient plus et l'animation du réseau se ferait plus en digital qu'en présentiel? Est-ce que on ne le souhaite pas, on le voit bien dans tous les échanges qu'on a, mais au fond de vous, est-ce que vous pensez que c'est la tendance? C'est une des tendances, mais c'est pas avec le Covid. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Et donc ça accélère. La part du digital dans le média est tellement importante aujourd'hui, et l'est depuis une dizaine d'années, et on atteint des pics maintenant, que de toutes les façons, le digital est là. Maintenant, comme ça vient d'être dit, entre une expérience physique et une expérience intégralement digitale, je pense qu'il y a un juste milieu, et je pense que c'est ce juste milieu que plus ou moins toutes les entreprises sont en train de voir. Dans l'automobile, c'est pareil, parce qu'on a de toutes les façons besoin d'eux. L'augmentation un petit peu du digital, mais la relation avec le concessionnaire, la relation physique, toucher un objet, faire des test drive, essayer des voitures, etc. Je ne pense pas que ça s'arrêtera demain matin. Mais c'est un mot que j'entends beaucoup depuis hier, juste équilibre, le bon mix. Mais la vraie question, c'est où on mettra le curseur, je crois, demain. En tout cas, beaucoup de choses à inventer. Oui, et encore une fois, quand on parle d'équilibre, c'est pas nouveau. Le Covid a accéléré quelque chose qui existe déjà. Le Covid n'a pas été là pour révolutionner le monde et faire que on commence à être digital. On l'était déjà, certains mondes plus que d'autres quand on pense à eBay ou des entreprises de ce genre-là. Celles qui l'étaient moins
doivent un petit peu rattraper le retard. Merci beaucoup à tous les trois pour ce bel échange. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Vincent Dumont. Merci à nos trois invités ce matin sur Live pour parler de tout cela. On va continuer avec une nouvelle rencontre dans quelques instants. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, on commencera aussi une autre séquence de cette matinée qui s'appelle le Before, à la rencontre de tous les acteurs de l'événement, mais aussi au cœur du salon Event Meetings. On a à cœur de présenter tous les acteurs, les copains qui sont là, qui sont présents, qu'ils soient agences, qu'ils soient annonceurs, qu'ils soient prestataires, qu'ils soient free de l'événementiel également. Ce sera notre prochaine séquence dans quelques minutes. Julien soulignait que l'État avait soutenu de nombreuses filières depuis le printemps dernier. Les territoires sont évidemment au cœur de la relance. Les territoires sont un enjeu majeur. On va en parler à travers la Banque des Territoires. La Banque des Territoires qui a joué un rôle très important sur ces sujets. La Banque des Territoires, mais aussi BPI France, en fait, c'est le groupe Caisse des dépôts. Jean-Pierre Dupasquier, on est le directeur de la communication. Il est avec Nathalie Guichard. Je vous laisse avec eux. Merci Nicolas et merci Jean-Pierre Dupasquier d'être venu nous parler du financement de l'économie des territoires. Le plan de relance économique de l'État, c'est 100 milliards d'euros. Un tiers de ces 100 milliards proviendra de la Caisse des dépôts dont vous faites partie avec BPI France, on vient de le dire. Quelles sont les priorités choisies parmi les urgences à financer ? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que le groupe Caisse des dépôts, son ambition, c'est de faire grandir la France. Alors dans des périodes de crise comme on le vit aujourd'hui, notre mission elle est d'autant plus importante. Faire grandir la France, notamment avec deux banques, donc c'est faire grandir les entreprises, faire en sorte qu'elles se créent, qu'elles se développent dans tous les territoires de France et qu'elles aillent à l'international pour de la création d'emplois. Ça c'est la première banque qui s'appelle BPI France. Et puis vous avez la Banque des Territoires qui vise plutôt un public de collectivités locales qui lui aussi a besoin d'entretenir, de développer, de créer, de construire. Donc il y a toute une logique d'entraînement de l'écosystème de commerce, des chantiers qui vont derrière. Donc en développant les entreprises et en développant les territoires, on rend une France plus attractive puisqu'à la Banque des Territoires, on a 4 ambitions. C'est de faire de la France une France plus connectée, une France plus durable, une France plus inclusive et bien entendu une France plus attractive. Et est-ce que les leviers de relance sont déjà mis en place pour l'économie locale des territoires ? Où est-ce que ça en est ? Alors, tout le monde l'a vu, au mois de juin, on a beaucoup parlé du tourisme. C'est vrai qu'on était en ouverture de l'été, donc on va aller et on soutient et on va soutenir encore plus fort et plus rapidement les secteurs et en priorité les secteurs qui ont le plus souffert. Donc on parle du commerce, on a parlé du tourisme, la relance de l'habitat qui passe par la transition écologique et énergétique, puisque si on investit dans la rénovation thermique de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, que ce soit des mètres carrés d'entreprises, de logements sociaux ou de collectivités locales, derrière il y a plein de chantiers qui se relancent. Donc on a des sujets de préoccupation qui sont de revitaliser les centres-villes, y ramener du commerce, y ramener de l'habitat, le tourisme on en a parlé, la transition économique et énergétique, et puis on s'en est rendu compte pendant le Covid, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de communiquer, on a besoin de se soigner et autres. Et le haut débit pour tous a vraiment eu tout son sens pendant la crise du Covid. Tout le monde n'a pas été confiné à la même enseigne. Et donc du coup, on a un plan de relance sur la partie numérique verra l'accélération des chantiers de fibre, la fibre pour tous sur tous les territoires de France. Notre ambition, c'est d'aller fibrer la moindre ferme au fin fond de la montagne de France, comme la Caisse des dépôts a pu le faire il y a 200 ans, en amenant l'électricité et l'eau pour tout le monde. Effectivement, toute la stratégie, tout le plan qui était à l'œuvre va être vraiment accéléré. Ah oui, alors on parle de 100 milliards d'euros. L'idée, c'est de frapper vite et fort. Notre mission, elle reste la même, la stratégie, elle reste la même, sauf qu'on va frapper vite et fort. Parce qu'en frapper vite et fort, c'est non seulement soutenir, mais c'est donner un coup d'énergie, un coup de boost, un coup d'adrénaline dans l'ensemble de l'écosystème français pour faire en sorte que ces secteurs-là qui sont quand même assez à l'arrêt puissent redémarrer et vraiment repartir sur la ligne de la croissance. Alors cette année, elle est plus que particulière pour les territoires, une année d'élections municipales, bien sûr, et de crise sanitaire pour tous. Dans ce contexte si tendu, comment est-ce que vous continuez de communiquer la stratégie de la Banque des Territoires auprès
des élus et de tout votre écosystème qui est très large? Alors, il y a une valeur commune avec BPI France et la Banque des Territoires, c'est la proximité. La proximité, alors, vu de la Banque des Territoires, la proximité, c'est à la fois de la proximité digitale. Nous avons une plateforme, une stratégie de plateformisation de notre relation avec tous les clients, puisqu'on en adresse 35 000 communes, tous les logements sociaux et bien d'autres natures de clients. La plateformisation, le digital, crée de la proximité. Il va permettre de rendre accessible au plus grand nombre l'ensemble de nos offres. Et puis la présence physique nous semble indispensable parce qu'on est quand même dans une logique d'investissement de long terme. Et qui dit long terme dit confiance. Et je pense que la confiance, elle doit, surtout dans une culture francophone comme on a besoin de se rencontrer pour mieux se connaître, se faire confiance. Et c'est vrai qu'on était dans une année d'élection où il y a quand même un maire sur deux qui est nouveau. On a eu toute une stratégie de communication qui visait non seulement à leur dire que ce qu'était la Banque des Territoires et leur souhaiter la bienvenue dans leur nouveau mandat, mais une stratégie de reprise en main de la relation physique avec ces élus qui pour moitié nous connaissent peu. Alors pour terminer, vous parlez de l'événementiel comme gage de business. Pourquoi et comment est-ce que l'événementiel intègre les actions de la Banque des Territoires pour les mois à venir ? On va faire un mix entre les deux. Alors c'est vrai que le digital vient améliorer, vient catalyser l'expérience qu'on peut avoir sur un événement physique. On travaille avec notre agence Levée de Rideau, on se challenge tous les deux pour faire en sorte que quand on pense un événement physique qui soit orienté client, la logique, c'est de faire du business, effectivement. La logique de l'événement, c'est de créer cette complicité physique et de créer cette relation de confiance. Donc, quand on pense l'événement digital, on l'imagine... alors, j'ai pu dans les médias avant, on l'imagine quasiment comme une émission de télévision, parce que ce qui se passe sur scène, effectivement, c'est pour ceux qui sont dans la salle. Il faut qu'on le capte, il faut qu'on le diffuse en direct pour permettre au plus grand nombre d'y avoir accès. Et puis, il faut qu'on conçoit notre événement comme autant de petits modules saucissonnables, redécoupables, rediffusables sur digital, parce que notre volonté, c'est de faire comprendre notre mission au plus grand nombre. Et donc, le digital, le physique, les deux vivent à la fois. Mais la relation de confiance s'établit, je pense, surtout avec cette cible d'élus, dans cette logique de relation de proximité physique. Et proximité de physique, ça passe par une rencontre entre nos directeurs régionaux et les élus. Mais moi, je suis ravie de vous avoir rencontré, Jean-Pierre Dupasquier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on est ravis toujours des rencontres sur ce plateau de live. Merci Nathalie Guichard, merci Jean-Pierre également de ce partage. On a passé pratiquement 1 heure dans la séquence de live ce matin. 1 heure de rencontres, d'échanges, de partages passionnants. Je suis avec Carla Oliveira, qui est administratrice de l'événement Asso. Bonjour Carla, merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas. Comme avec tous les administrateurs hier, moi j'ai envie de savoir ce que je retiens finalement de ces échanges et qu'est-ce qu'on l'événement Asso de toutes les rencontres de ce matin. Écoute, on retient que finalement l'événement reste et demeure primordial. En tout cas, on l'a entendu encore dans cette séquence, primordial pour nourrir, entretenir la relation business des marques, des entreprises. Il y avait sur cette séquence des avis, finalement, des visions assez contrastées. C'est vrai. Mais on a dit de ne pas faire d'événements. Alors certes, on va avoir des événements qui évoluent dans leur format. On a du full digital, de l'hybride, du présentiel, un mix de tout ça, un équilibre à trouver, mais tous consacrent et donnent de l'importance à ce temps d'échange, de rencontre entre l'entreprise, la marque et ses publics pour vendre. Oui, la finalité, c'est vendre. Et ça, on l'a remarqué. Et je pense que ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que finalement, en fonction du secteur, des produits, des publics auxquels on s'adresse, des objectifs business qu'on a, il va falloir effectivement adapter nos formats, les événements. C'est plus facile de faire du full digital pour un éditeur logiciel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer non plus sur ses acquis. Et ça a été dit ce matin, hein, du full digital, ça implique aussi une création forte de contenu. C'est un véritable événement à créer, qui fait d'ailleurs appel à toutes les compétences qu'on a, nous, acteurs et agences de communication événementielle. Donc ça, c'est important. Et de la même manière, quand on va mixer, il va falloir que nous, on accompagne aussi nos clients, nos annonceurs sur le bon équilibre à trouver sur ces formats. En tout cas, ça conforte, en tout cas moi, ça me conforte une fois de plus dans la valeur de notre métier, de ce format formidable et de ce média qui est l'événement, parce qu'il contribue fortement à la relation qu'on entretient avec nos publics et nos clients encore plus. Et c'est important.
Voilà, donc c'est une accélération finalement de la transformation, une crise. On l'a vu, le digital était déjà là, il va continuer d'être là. On va l'amplifier, on va aller encore plus loin dans ces formats hybrides, mais on a besoin de créer cette rencontre. Et je suis d'accord, à un moment, il faudra aussi du café autour de tout ça et pas que des écrans. On est bien d'accord et merci de nous le rappeler ici. Merci beaucoup Carla et merci à toutes les équipes de l'événement Asso de nous accompagner et nous permettre